partie. Mais n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau, même si à un moment donné, pendant les slides, on va pouvoir aussi vous apporter des éléments qui seraient rattachés. Au niveau des semaines de l'évolution professionnelle, donc c'est un événement qui est organisé du 6 au 17 octobre 2025, qui est co-organisé par l'APEC et Avenir Actif, qui sont deux opérateurs du Conseil en évolution professionnelle, pour accompagner les salariés du privé, les indépendants et les cadres. C'est un événement qui est 100% digital, uniquement sur Internet, qui est gratuit et accessible à tous. Vous l'avez vu pour vous inscrire à ce webinaire aujourd'hui. Vous pouvez également consulter l'ensemble de la programmation sur notre site des semaines de l'évolution professionnelle pour pouvoir profiter des 75 webinaires thématiques qui sont programmés pour cette session, cette édition 2025. On va se présenter pour savoir un petit peu qui est qui. Je vais démarrer. Donc, je suis Quentin Chizin, je suis coordinateur pour mon conseil en évolution professionnelle par Avenir Actif, qui est l'opérateur qui accompagne les salariés du privé et les indépendants. Et pour ma part, merci Quentin. Pour ma part, Jennifer Monet, donc je suis consultante entreprise au sein de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, en Bourgogne-Franche-Comté. Et notre rôle est d'accompagner tant les entreprises que les cadres et donc les jeunes diplômés post-bac plus 3 en étant l'opérateur agréé du conseil en évolution professionnelle. Merci Jennifer d'avoir répondu présente pour cette invitation aujourd'hui. Alors c'est bien, vous avez du coup les deux opérateurs, APEC et Avenir Actif. Juste avant de démarrer, parce que j'ai vu la question sur le chat, on parlait des replays. Donc, ce webinaire sera mis à disposition en replay après le 17 octobre sur notre chaîne YouTube des Semaines de l'évolution professionnelle. Si vous êtes inscrit sur le site des Semaines de l'évolution professionnelle, vous serez notifié lorsque les replays seront disponibles. Je vous propose qu'on démarre du coup sur notre thématique qui nous réunit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de la préparation des entretiens professionnels, notamment en s'appuyant sur le conseil en évolution professionnelle. On va rebalayer le cadre, la réglementation et le contenu. Qu'est-ce que doit contenir ces fameux entretiens professionnels? On va voir ensemble les différents acteurs concernés et quels sont finalement leurs avantages, leur intérêt à mettre en place cet entretien professionnel, que ce soit pour les salariés ou l'employeur. Et puis, on va voir en dernière partie comment se saisir de ce service, mon conseil en évolution professionnelle, soit l'APEC, Avenir Actif ou les autres opérateurs, pour pouvoir préparer ces entretiens professionnels et faire en sorte que ça se passe au mieux et que ce soit fluide dans l'échange avec le salarié et l'employeur. Tout à fait. Jennifer, je te propose qu'on démarre du coup par la partie plutôt réglementaire avec le cadre et le contenu des entretiens professionnels. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'entretien professionnel? Alors, l'entretien professionnel, en fait, c'est un entretien, comme le nom le dit, qui est là, en fait, pour on va dire, intégrer pleinement les évolutions économiques, technologiques qui vont très vite dans le parcours professionnel du collaborateur. C'est une responsabilité de l'entreprise que de garantir que le collaborateur est en phase avec les mutations. Sinon, on pourrait aussi tout simplement parler d'une définition, si on ne veut en retenir qu'une. Donc, l'entretien professionnel est un acte clé du management dans l'entreprise. Au plan collectif, il constitue un pilier de la gestion des ressources humaines de l'entreprise et le cadre d'exercice de sa responsabilité en matière de formation. C'est vrai que c'est un peu, c'est une définition, mais celle-ci, en fait, caractérise autant l'évolution, les changements, la responsabilité de l'entreprise que la place du collaborateur. D'accord. Et au niveau du cadre législatif, d'où vient un peu l'entretien professionnel? Quelles sont les grandes réformes qui se sont succédées pour en arriver où on en est aujourd'hui? Ok, effectivement, on peut parler de 3 temps forts, 3 dates. En fait, l'entretien professionnel, ça a débuté en 2014 avec une loi formation. Donc là, effectivement, c'est les premiers pas de l'entretien professionnel. On est venu formaliser, marquer cet événement. Donc, qui dit formaliser, dit des trames et une historisation de ce qui est dit au cours de l'entretien. Ouais.
Ensuite, il y a une deuxième temporalité, c'est en 2018. Là, on est venu vraiment marquer avec la loi Avenir professionnelle, je dirais, le rôle central du collaborateur dans son évolution professionnelle. Donc vraiment, là-dessus, on est venu également peut-être, apporter une contrainte à l'entreprise, mais en tout cas marquer le fait qu'elle devait informer. C'est une obligation d'informer le collaborateur de ce dispositif d'entretien professionnel. Et puis, on peut également parler en 2021 d'une réforme là qui était plutôt liée à la pandémie, au Covid. Et effectivement, qu'est-ce que cette crise avait comme conséquence sur la campagne d'entretien professionnel. Merci Jennifer. Donc c'est vrai que il y a eu une succession comme ça de réformes, de réglementations qui ont entouré ces entretiens professionnels. C'est pas sorti de nulle part. L'objectif, c'était aussi de pouvoir répondre à des enjeux tant au niveau entreprise que salarié. Alors évidemment, ces réformes ont mis en place des obligations au niveau de l'employeur de mettre en place ces entretiens professionnels, mais dans des buts bien précis. Le premier, c'est un enjeu d'employabilité, de maintenir l'employabilité des salariés en passant à la fois par l'adaptation du poste et l'obligation d'accompagner le salarié dans le développement de ses compétences. Donc, l'idée de faire en sorte que le salarié soit outillé tant matériellement qu'en termes de compétences pour réaliser l'ensemble de ses tâches et ses missions. Et puis, l'organisation des entretiens professionnels qui en résulte avec une organisation particulière, puisque l'objectif, c'est d'en organiser un tous les 2 ans et tous les 6 ans, de faire un bilan des 6 dernières années. Donc, en fait, lors du 3e entretien professionnel, c'est-à-dire qu'on en a un à 2 ans, un à 4 ans, le dernier à 6 ans, ce 3e-là permet de faire le bilan de la période des 6 dernières années. Et puis, toujours pour accompagner justement ce maintien de l'employabilité, ce développement des compétences, une proposition qui doit être faite de pouvoir suivre une formation. Alors, ce n'est pas l'employeur qui impose cette formation, c'est le salarié qui propose cette formation à l'employeur pour justement développer ses compétences. Et donc, la finalité de cet entretien, ça va être de pouvoir accompagner les salariés dans ces projets d'évolution professionnelle avec notamment le développement des compétences. Alors, la loi, comme on le disait, il y a eu plusieurs réformes. Elle encadre assez bien, assez strictement les obligations de l'employeur au niveau de l'entretien professionnel. Ce que prévoit la loi à date aujourd'hui, parce qu'on a vu, il y a beaucoup de réformes, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres. Effectivement. On est un petit peu en cours actuellement, c'est qu'aujourd'hui déjà, pour les entreprises de plus de 50 salariés, donc ces entreprises, comme toutes les autres, ont une obligation de réaliser ces entretiens tous les 2 ans. Et pour les entreprises de plus de 50 salariés, si elles ne réalisent pas ces entretiens tous les 2 ans, elles sont sanctionnées et ces sanctions sont prévues dans la loi. C'est-à-dire qu'une entreprise de plus de 50 salariés qui ne va pas respecter cette obligation devra verser sur le compte personnel de formation de son collaborateur, ce qu'on appelle un droit correctif, un versement de 3 000 € qui va venir abonder les droits CPF du collaborateur. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, il n'y a pas de sanctions qui sont prévues. Toutefois, tout manquement pourrait être reporté au niveau du salarié. Le salarié pourra en tenir responsable son employeur, notamment dans le cadre de démarches prud'homales, par exemple. Donc, il y a quand même une incitation au niveau réglementaire à vraiment réaliser ces entretiens professionnels pour les enjeux qu'on a pu voir précédemment. Et alors, si on fait le point, parce qu'on a souvent tendance un peu à confondre entretien annuel, entretien professionnel, en guise un petit peu de résumé réglementaire. Jennifer, qu'est-ce que tu peux nous dire des entretiens annuels pour qu'on différencie un petit peu les deux? Oui, bien sûr. Alors, au niveau de l'entretien annuel d'évaluation, ça concerne tous les salariés d'une entreprise.
bien évidemment, c'est quelque chose, c'est une étape plutôt annuelle, l'entretien annuel d'évaluation, également entretien individuel, qui vient plutôt fixer, faire un bilan en fait des résultats d'une année par rapport aux objectifs qui ont été fixés et qui déterminent la feuille de route de l'année à venir. On n'est pas sur la notion de parcours professionnel, on n'est pas sur la notion d'évolution professionnelle, mais plutôt sur une mission opérationnelle de dire point de cette année et où on va l'année prochaine. C'est quelque chose en fait qui est fait plutôt à court terme et c'est non obligatoire. Là-dessus, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de cadre juridique. Donc, toutes les entreprises sont libres de le faire ou non. C'est une organisation. C'est une organisation interne, effectivement, de se dire est-ce qu'on passe par cet entretien pour fixer la feuille de route individuelle qui permet parfois de déterminer d'ailleurs la feuille de route collective d'une organisation. Merci Jennifer. Donc, pour résumer cette fois-ci plutôt côté entretien professionnel, on l'a vu, c'est encadré cette fois-ci par la réglementation, c'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans, on ne l'a pas dit précédemment, mais sauf accord de branche. Donc, s'il y a des accords de branche qui sont plus avantageux pour les salariés qui demandent des entretiens professionnels, par exemple, tous les ans, et bien là, on vous conseillera plutôt de vous tourner vers vos branches professionnelles pour savoir ce qu'il en est. Et à ce moment-là, respectez plutôt l'accord de branche en plus de la loi. L'objectif, c'est vraiment d'échanger sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié en termes de compétences, de qualifications, de maintien dans l'emploi et d'établir un projet professionnel au sein de la structure, en tout cas pour accompagner le salarié au sein de ce projet professionnel. C'est une orientation à moyen long terme, contrairement aux entretiens annuels qui sont beaucoup plus fréquents, qui concernent plutôt du court terme, avec, je vous le disais, ce caractère obligatoire. Ce qui est important, tu me diras ce que tu en penses, Jennifer, par rapport à ces informations, c'est qu'il faut bien dissocier les deux. Parce que, comme tu le disais, Jennifer, les éléments d'évaluation, on ne doit pas les aborder en entretien professionnel. Et l'évolution professionnelle, on ne l'aborde pas pendant l'entretien annuel. On peut réaliser les deux en même temps. Ça peut simplifier effectivement les choses. C'est ça, mais on va bien venir distinguer ces deux thématiques. D'autant plus que le formalisme attendu n'est pas le même, puisque d'un côté, on est dans l'obligation et de l'autre, on n'y est pas. Tout à fait. Et alors, Jennifer, qu'est-ce que tu peux nous dire concrètement du contenu de l'entretien professionnel? Oui. Alors, au niveau du contenu de l'entretien professionnel, on va vraiment, en fait, le cœur central, c'est le parcours professionnel et la formation continue, je dirais, du professionnel que vous avez auprès de vous. Il y a différents points, en fait, qui sont abordés au cours de l'entretien professionnel et selon, je dirais, le déroulé que vous souhaitez, il n'y a pas, je dirais, d'ordre, mais l'intégralité doit être évoquée. On va parler d'évolution professionnelle du salarié. Donc, on va vraiment brosser son parcours professionnel, de ce moment où il est entré et où nous en sommes à 2, 4, 6 ans, voire plus. Oui. On va parler aussi d'emploi, de qualification. Donc, vraiment, ça mérite en fait de revoir à nouveau la place du collaborateur dans la structure et comment va se jouer son évolution professionnelle en interne, comme d'ailleurs ça peut aussi être en externe. On va donc passer par le suivi, bien sûr, des actions de formation qui ont eu lieu, mais on va bien sûr anticiper aussi tout ce qui peut être certification, progression, à venir, je dirais, dans les 2 prochaines années, si on part de la périodicité de 2 ans. On va évaluer l'employabilité du collaborateur. Donc là, en fait, c'est aussi parce que l'entreprise est garante de cette employabilité. Et c'est se dire, effectivement, au vu des mutations, aujourd'hui, le collaborateur a son employabilité, mais demain, il y a un risque, effectivement, de perte de compétences. Et qu'est-ce que je peux mettre en face pour l'amener à évoluer en même temps que ces mutations? On disait, est-ce qu'il est suffisamment outillé pour réaliser cet emploi? Tout à fait. Et est-ce qu'effectivement, au vu des évolutions, je n'ai pas besoin effectivement de lui apporter quelque chose qui permettra pour lui de ne pas décrocher et vraiment de le maintenir en emploi. Donc, on est vraiment sur le poste occupé d'une part et le projet professionnel qui va se définir avec l'entreprise. D'accord. Et peut-être plus spécifiquement, on a aussi certaines obligations qui sont en lien avec des dispositifs. Oui, tout à fait. Une obligation d'information. Alors, quels sont ces dispositifs dont on va échanger avec le salarié?
Alors, effectivement, au cours de l'entretien professionnel, il y a cette obligation de l'entreprise d'informer le collaborateur des dispositifs de formation. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on invite vraiment aussi les entreprises parfois, je dirais, à s'outiller, à voir aussi, parce que l'information donnée sur le moment mérite parfois d'être revue après. Donc c'est vrai que le petit mémo boîte à outils, dispositif de formation est plutôt apprécié. D'ailleurs, même en amont de l'entretien, de pouvoir en informer le collaborateur. Et donc, on va parler de la validation des acquis de l'expérience professionnelle, souvent connue sous VAE. Donc ça, c'est un premier dispositif qui va être évoqué en cours d'entretien professionnel. On va parler du compte personnel de formation, bien évidemment, et aussi de cette notion de l'entreprise de pouvoir abonder ce dispositif, pouvoir coparticiper au financement d'une formation. Et puis, bien sûr, c'est aussi l'objet qui nous réunit aujourd'hui. On va parler du conseil en évolution professionnelle. Ce à quoi... ce que ça apporte, et puis parfois même orienter le collaborateur en fonction de son statut, de son profil, vers l'organisme agréé. Alors c'est peut-être ce qu'il faut garder en tête, je dirais, principalement, c'est que l'employeur n'est pas expert de l'ensemble de ces dispositifs. L'objectif, c'est de donner un premier niveau d'information, et on va le voir par la suite, on a des outils qui peuvent être mis à disposition là-dessus, et ensuite surtout d'orienter vers les opérateurs qui vont pouvoir accompagner le salarié plus spécifiquement sur un projet de VAE, sur la mobilisation de son CPF, sur un accompagnement CEP, pour aller plus loin. Tout à fait. Alors ça, c'était pour le cadre et le contenu de l'entretien professionnel. Si on passe du coup aux acteurs qui peuvent être concernés, donc d'un côté, on va avoir évidemment l'employeur, on a vu ses obligations, et de l'autre côté, on va avoir le salarié qui va être concerné du coup par cet entretien professionnel. L'objectif de l'entretien professionnel, donc on l'a vu, démarche d'évolution professionnelle, on le met en place tous les 2 ans. La durée de l'entretien professionnel, elle va s'apprécier surtout par rapport à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Donc, il peut y avoir des entretiens qui peuvent être plus ou moins longs. Il n'y a pas de réglementation, d'encadrement là-dessus. C'est vraiment à la main de ce binôme employeur-salarié. Par contre, ce qui est prévu toujours dans la loi, c'est des obligations de réaliser des entretiens professionnels dès le retour du salarié d'un certain nombre de congés. Donc, vous avez la liste qui sera affichée sur le support. Ça concerne notamment tout ce qui est congé maternité, congé parental, tout ce qui est congé de proche aidant, les périodes de mobilité, les congés d'adoption, congés sabbatiques, toutes les périodes d'activité à temps partiel après un congé maternité, etc. Les arrêts de travail, c'est finalement toutes les absences qui peuvent être encadrées également par la loi, par le droit du travail. À partir du moment où le salarié a mobilisé à ce type de congé d'absence, à son retour dans l'entreprise, l'employeur se doit de réaliser un entretien professionnel pour ne serait-ce que refaire le point. Il y a une période d'absence de plusieurs mois. L'idée, c'est de voir où en est le salarié, où en est aussi l'entreprise, parce que l'entreprise a pu avancer aussi de son côté. Et puis de voir un petit peu comment les deux vont pouvoir travailler ensemble. Et puis, depuis le 1er janvier 2019, cet entretien suite à un congé, à une absence, un arrêt de travail, arrêt maladie, il peut être aussi directement sollicité par le salarié et sollicité en amont de ce retour. C'est-à-dire que par défaut, l'employeur va plutôt le réaliser une fois que le salarié revient dans l'entreprise. Et puis, à la demande du salarié, ça peut se faire aussi plus tôt. Donc ça, c'est pour le salarié. Et pour l'employeur, alors notamment, quels sont les avantages, Jennifer, de l'employeur, de la mise en place de ces entretiens? Ok. Pour l'employeur, en fait, véritablement, c'est un outil en fait, de gestion de ses ressources humaines. C'est vraiment même un outil, je dirais, de management à différents points. Déjà, en fait, ça favorise réellement le dialogue social. C'est constructif de prendre le temps d'échanger avec un collaborateur sur aussi bien son parcours professionnel et son évolution que les projets de la structure. Je dirais aussi que ça contribue à la marque employeur.
Parce que vraiment, une entreprise qui réalise vraiment ces temps forts d'entretien professionnel, et ben, ça véhicule en fait une bonne image de l'entreprise. Ça améliore la fidélisation des collaborateurs, la qualité de vie au travail. Donc vraiment, ça a un aspect positif, même je dirais, en dehors des murs. Ça permet de faire coller en fait les aspirations individuelles et puis les aspirations collectives de l'entreprise. C'est un moment où on peut aussi réellement déceler des potentiels, des pépites. Oui. Véritablement, en fait, un projet personnel peut vraiment faire écho à un projet collectif, alors même que ce n'était pas, je dirais, la pensée première de l'entretien professionnel. Bien sûr, ça permet aussi de conditionner et puis de manager son plan de formation. Il y a un plan de formation effectivement qui est défini, mais c'est un plan de formation aussi qui peut être rejoué en fonction des demandes des collaborateurs. Et puis, alors vraiment, si on reste tout simplement sur l'aspect réglementaire, effectivement, ça contribue par contre à être dans le respect des obligations. Et là encore, ça fait d'une entreprise un employeur exemplaire. C'est ce que tu disais, c'est un vrai outil de fidélisation. Oui. C'est le salarié qui a sa place pour s'exprimer, qui peut aussi se sentir écouté par son employeur, oui. L'employeur qui peut lui répondre aussi par rapport à des besoins qui sont exprimés. Et tout ça, ça renforce ce lien de confiance. Complètement, il y a un lien de confiance, il y a vraiment encore plus ce sentiment aussi d'appartenance, parce qu'en fait, comme on voit comment l'entreprise va évoluer et comme on est partie prenante dans ce projet d'évolution, je dirais qu'il y a un cran supérieur. Donc c'est un peu aussi tous les avantages, tous les plus vis-à-vis du manager, ce qu'on disait. Oui. Tout à fait, le manager de proximité qui souvent est là aussi pour mener ses entretiens professionnels, d'ailleurs avec le dirigeant, avec le service RH ou en totale autonomie. Pour lui, c'est vraiment un moment clé parce qu'en fait, il se rend compte de ce qui motive aussi ses collaborateurs au quotidien. Donc, il y a vraiment cet aspect aussi motivation, engagement du collaborateur qui peut être décelé pendant ce moment à part, en fait, cette bulle d'échange. Ça permet aussi au manager de se rendre compte des perspectives d'évolution de son équipe, en partant toujours individuellement de chaque collaborateur, mais de se dire que chacun n'évolue pas de la même façon. Peut-être que des personnes voudront se former, d'autres pas. En tout cas, il peut aussi se dire, tiens, au sein de mon équipe, j'ai cette personne-là avec qui je vais pouvoir évoluer sur tel projet. Et puis, ça renforce les compétences de ces salariés. Donc, forcément, il y a un développement professionnel qui, derrière, est profitable aussi, je dirais, à la qualité du service ou du produit fabriqué par l'entreprise. En fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'introduit durablement. Tout à fait. C'est vraiment l'idée de s'en saisir pour faire évoluer aussi l'entreprise plus du salarié. Oui. Et au niveau du salarié, donc il y a aussi des avantages pour lui. Alors, on a beaucoup parlé, je ne vais pas forcément revenir sur tout. Et évidemment, toute la réflexion sur le parcours professionnel, sur ses motivations, tu nous l'as bien expliqué, Jennifer, sur l'évolution de son expérience, de sa montée en compétences. Il y a le fait aussi de pouvoir se renseigner en interne, en externe, des évolutions possibles à sa carrière, à son poste. Et je suis dans une entreprise X, quelles sont les évolutions possibles si je souhaite bien évidemment évoluer? Qu'est-ce qui est mis à disposition en interne sur différents services, sur différents niveaux hiérarchiques également? De pouvoir évidemment avoir des informations très pratico-pratiques, le CPF, le plan de développement des compétences, on a parlé de la VAE, des services d'accompagnement comme le CEP, c'est savoir, ok, je perçois des perspectives d'évolution, maintenant comment je les mets en place pour pouvoir derrière aussi élaborer un projet de formation, un projet d'évolution. Et puis, ça permet, on l'a beaucoup dit, au niveau du salarié, de mieux appréhender ses perspectives d'évolution et ce qui peut se jouer à la fois pour lui et à la fois pour l'entreprise. Parce qu'on le voit aussi dans beaucoup d'entreprises, des fois, il y a des souhaits d'évolution professionnelle qui se confrontent à certaines contraintes de l'entreprise. C'est aussi l'occasion dans l'échange pour le salarié de se dire, ok, mon projet, ça va peut-être pas se faire dans les 6 mois ou l'année prochaine, parce que dans l'entreprise, il y a des choses qui se jouent, mais dans l'échange, ça permet de se dire, voilà, il peut y avoir une perspective d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, sur tel type de poste, via telle formation. C'est vraiment un échange qui permet d'informer tout le monde.
Donc ça, c'était pour les plus pour chacun des collaborateurs. L'idée maintenant, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui est mis à disposition pour faciliter cet entretien professionnel? Et aujourd'hui, on va vous présenter surtout l'appui du conseil en évolution professionnelle pour vous permettre de mieux préparer les entretiens professionnels au niveau notamment du salarié. Alors, Jennifer, qu'est-ce que tu peux nous dire, notamment des entretiens professionnels, et qu'est-ce qu'on pourrait conseiller en tant qu'opérateur du CEP comme bonne pratique? Je dirais vraiment d'avoir une phase de préparation, je dirais aussi profonde que la phase, je dirais, de déroulé du moment de l'entretien professionnel. Aujourd'hui, ce qu'on constate effectivement, c'est que les entretiens professionnels ne nourrissent pas suffisamment les plans de formation, ou en tout cas ne favorisent parfois pas assez, je dirais, des dialogues constructifs, parce qu'en fait, on manque de phase préparatoire. Vraiment, moi, j'inviterais les entreprises à donner en fait la grille, en fait communiquer aux collaborateurs suffisamment en avance le déroulé de l'entretien pour qu'ils le préparent, l'informer des dispositifs de formation, lui parler des projets professionnels, des projets de l'entreprise. C'est vraiment, en fait, je dirais, lui donner en fait ces clés pour réussir aussi lui-même sa préparation d'entretien. En parallèle, également, c'est vrai qu'on a parlé des outils, ça peut être de l'orienter vers le conseil en évolution professionnelle. Vraiment, de lui-même, cette personne peut se saisir d'un rendez-vous et aller en terrain neutre auprès d'un consultant, d'un conseiller, échanger sur son employabilité. Aujourd'hui, ça fait tant de temps que j'exerce tel métier, je m'interroge sur le futur de ce métier. Ça peut aussi être important pour lui de se dire, je vais chercher de l'information pour nourrir mon entretien professionnel. Et puis derrière, forcément, avec le RH, avec l'employeur, avec le manager, tout ça permettra d'avoir un entretien professionnel qui va permettre aussi d'améliorer le dialogue social dans l'entreprise. Alors, juste avant de passer à l'intérêt pour le salarié de se préparer avec le CEP, parce que j'ai vu un échange sur le chat, du coup, je me permets de réagir à ça. Il disait, voilà, par moment, les managers, ou en tout cas l'employeur, ce n'est pas forcément ce qui se passe en réalité. Et c'est aussi l'intérêt, et c'est aussi ce pourquoi nous avons ce type de webinaire aujourd'hui. On a des entreprises qui ne sont pas toujours bien informées de leurs obligations, de ce que doit contenir les entretiens professionnels. Et c'est aussi l'intérêt pour vous, si vous nous regardez en tant qu'employeur, de pouvoir, on le verra par la suite, prendre contact avec les opérateurs du CEP, prendre contact au niveau de la documentation qu'on peut mettre à disposition pour refaire le point et être accompagné. C'est aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi le rôle des OPCO de pouvoir accompagner les entreprises sur la préparation des entretiens professionnels. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à contacter votre OPCO si vous avez besoin de bien cadrer, de bien préparer vos entretiens côté employeur. Et côté, du coup, salarié, donc le salarié, lui, va plutôt être accompagné par le conseil en évolution professionnelle. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ensemble, Jennifer? Ils vont pouvoir, en fait, faire un point sur le parcours professionnel à un moment donné, en fait, au moment de l'entretien. Réellement, en fait, ça va pouvoir permettre aussi de clarifier la demande. Il ne faut pas oublier qu'en fait, ce moment d'entretien professionnel, il est attendu aussi par le collaborateur. Il est tellement attendu que parfois, il y a aussi un ensemble d'émotions, il y a du subjectif, il y a des moments clés qui se sont déroulés en entreprise qui font que l'entretien professionnel, s'il n'est pas préparé, on peut vite rentrer effectivement dans des aspects qui ne sont pas des aspects du parcours et de l'évolution professionnelle. Donc, en allant effectivement auprès du conseil, ça va permettre de clarifier la demande. Ma demande, c'est une demande de formation. Ma demande, c'est une demande d'évolution. Ma demande, elle va se passer dans l'entreprise ou alors je vais avoir besoin d'un accompagnement externe. Donc ça, je dirais qu'en clarifiant la demande, forcément, on va gagner du temps aussi. On va gagner du temps parce qu'au moment de l'entretien professionnel, on aura un déroulé qui sera fluide. Donc, je dirais que ça a vraiment déjà ces deux aspects-là. Ça permet aussi de rebooster la motivation. Puisqu'encore une fois, comme j'ai pu le dire, il y a les émotions, il y a les moments de doute. Et parfois, on peut aller, je dirais, en entretien professionnel avec des doutes, avec, je dirais, un peu, un aspect négatif autour de l'entretien professionnel. Et du coup,
voilà, ça va, je dirais, déjouer, encore une fois, le but de cet entretien. Donc, en allant bénéficier du conseil, on va vraiment être on va rebooster la motivation parce qu'on va aussi redonner confiance en la personne. Donc, ça a vraiment ce plus-là. Et puis, ça permet aussi des fois aux salariés de se rendre compte des possibilités qui existent à son niveau. Oui. De se dire, en fait, moi aussi, via le CPF, via d'autres dispositifs, je peux faire des propositions à l'employeur, je peux faire des propositions pas que de formation, mais de financement, et on peut travailler finalement pour débloquer des situations. C'est effectivement ça, tout l'avantage, c'est d'avoir un entretien qui est constructif. Derrière les questions de est-ce que je suis au bon poste, au bon moment, au bon endroit, et à partir du conseil, tout ça, je dirais, c'est des questions qui ont déjà été posées, il y a déjà des réponses qui ont été apportées, et en fait, le collaborateur, il se présente en entretien avec des solutions pour son employeur. Voilà. Merci Jennifer. Alors, on en a un petit peu parlé dans les différents échanges, que ce soit l'APEC, Avenir Actif ou les autres opérateurs. Dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, on va accompagner sur le mieux dialoguer avec l'employeur. Et la préparation des entretiens professionnels s'inscrit directement dans ce type d'accompagnement. Mieux dialoguer avec son employeur, c'est assez large. L'objectif, c'est de pouvoir dialoguer plus efficacement avec son employeur. Ça peut être le N+1, ça peut être le service RH, ça peut être l'employeur en direct selon aussi la taille de l'entreprise. Mais l'idée, ça va être de fluidifier la communication entre le salarié et son employeur. Au niveau du CEP, ça permet de pouvoir aussi mettre en perspective les attentes du salarié vis-à-vis aussi des attentes de l'employeur. On l'a dit tout à l'heure, l'employeur, il a ses contraintes, il a ses enjeux, et ça permet aussi de repositionner tout ça vis-à-vis des besoins, des attentes du salarié. Ça permet également d'être accompagné dans sa démarche de dialogue avec l'employeur. On en a beaucoup parlé au niveau des entretiens professionnels, mais ça peut être aussi pour tout type de demande qu'on pourrait faire aux employeurs. Je pense notamment pour des départs en formation, il y a des autorisations d'absence à faire. Ça peut être concernant la qualité de vie au travail. Des fois, on a des salariés qui n'osent pas s'exprimer à leur N+1, à leur employeur, alors que initier le dialogue, des fois, ça permet déjà de désamorcer la situation et de débloquer un peu la situation pour avancer ensemble. Donc, l'intérêt du CEP, quel que soit l'opérateur, ça va être de justement pouvoir préparer et faire le point avec le salarié sur ses besoins, sur les difficultés qu'il rencontre, les freins qui peuvent le bloquer aussi au quotidien, et puis de préparer comme ça un argumentaire, des éléments qu'il va pouvoir communiquer auprès de son employeur. Et l'idée, c'est la partie un peu conclusive de cette partie, c'est qu'en résumé, ça permet d'éclaircir la communication employeur-salarié pour faire en sorte de mieux appréhender ce qui se joue et de mieux agir derrière, soit dans le cadre d'une évolution professionnelle, interne, externe, un besoin de formation, un besoin de se recentrer dans l'entreprise, quel que soit le besoin finalement exprimé. Et plus spécifiquement, comment ça peut se passer en termes d'accompagnement CEP par rapport à ça. Donc, au niveau du conseil en évolution professionnelle, on va clarifier la situation du salarié, de l'entreprise et les enjeux qui tournent autour. Comprendre avec le salarié où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il souhaite se projeter, qu'est-ce qui est important pour lui, indispensable, qu'est-ce qu'il peut quelque part mettre un petit peu de côté dans le cadre d'une évolution. Mieux identifier aussi pourquoi et comment il va envisager ce changement, parce que des fois, on a des salariés qui veulent évoluer, qui veulent changer et qui n'ont pas forcément conscience de tous les impacts que ça va avoir, tant professionnellement que personnellement. Des fois, je donne peut-être un exemple tout bête, mais on a des salariés qui vont évoluer hiérarchiquement, qui passent de salariés non cadres à salariés cadres, avec des contraintes et une autonomie qui va être différente. Et ça se joue aussi sur le pro et le personnel. Donc, l'idée, c'est aussi de bien envisager tout ça avec le salarié. Évidemment, définir les différents scénarios, les différentes options possibles. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mobiliser? Quelle va être la demande auprès de l'employeur? Pourquoi on va solliciter l'employeur, soit dans le cadre d'un entretien professionnel ou autre? Qu'est-ce que le salarié va devoir mobiliser, lui, à sa main? Et puis, les différentes options
peut-être du plan A au plan B, C, voire un petit peu plus. Et évidemment, donc on le disait, préparer l'entretien professionnel, construire son argumentaire, identifier vraiment les points qui sont importants pour le salarié à communiquer lors de cet échange-là et la manière de les communiquer aussi pour que ce soit compris par l'employeur, que ce soit clair, que ce soit limpide, qu'il n'y ait pas d'interprétation possible dans un sens comme dans l'autre, du salarié ou de l'employeur. Donc c'est vraiment l'intérêt de l'accompagnement du conseiller en évolution professionnelle vis-à-vis des salariés. Et puis, avant de passer du coup aux questions-réponses, on voulait du coup vous présenter un peu plus spécifiquement le conseil en évolution professionnelle, le service Mon Conseil en évolution professionnelle, qui est un service encadré par un arrêté de 2019, qui est un service gratuit, qui permet à tous les salariés, les indépendants, de faire le point sur leur situation, de élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie d'évolution professionnelle, donc toutes les étapes de la première jusqu'à la dernière, jusqu'à l'objectif visé, qu'on soit cadre ou cadre d'ailleurs, ça puisse être l'APEC ou Avenir Actif. C'est un service qui est gratuit, qui est financé par l'État, qui est, et on en insiste beaucoup là-dessus, confidentiel, c'est-à-dire que ce qui se passe entre le salarié et le conseiller, ça reste entre le salarié et le conseiller. L'interlocuteur de l'employeur, c'est le salarié, donc ça permet aussi de rassurer les salariés là-dessus, de se dire on va être accompagné, on va être préparé, mais il n'y a pas d'intrusion, il y a une neutralité qui est importante aussi pour le salarié. Un accès assez facile. On a sur toute la France des sites d'accueil qui sont présents assez facilement. On a du distanciel aussi, quels que soient les opérateurs. Et puis, une personnalisation du service. Vous avez 5 opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Alors, on l'a vu aujourd'hui, donc Avenir Actif pour les salariés, les indépendants. L'APEC. Les cadres et les jeunes diplômés. Tout à fait. On a également un opérateur historique, France Travail, ex-Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi. Et puis, le réseau des missions locales pour les moins de 26 ans et Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Un des avantages, c'est que des fois, on est sur des doubles statuts. Et le salarié a le choix d'être accompagné par l'opérateur qui lui convient le mieux, qu'il préfère. Et puis, on a des objectifs d'accompagnement sur le CEP. On a une offre de service qui est assez large et assez bien répartie, quels que soient les opérateurs. Ça permet vraiment d'être accompagné du début, c'est-à-dire prendre du recul sur sa situation, jusqu'à toutes les étapes, que ce soit rechercher des opportunités de formation, d'emploi, comment se former, comment mettre en place une VAE, identifier et valoriser ses compétences. Pour des salariés qui souhaiteraient créer leur entreprise, créer ou reprendre, passer ce cap-là et aussi connaître la joie des entretiens professionnels en tant qu'employeur, peut-être. Ça permet d'être accompagné. Voilà, on inverse un peu la situation. Donc, ça permet aussi d'être accompagné sur tout ce qui est création, reprise d'entreprise, d'être accompagné sur la recherche d'emploi, sur tout ce qui est opportunité. Et puis, on a vu aussi sur le dialogue avec l'employeur, être accompagné vraiment dans cette démarche-là. Donc, c'est une offre de service qui est plurielle, qui est assez large, pour essayer de répondre à tous les besoins d'évolution professionnelle. Et comment ça se passe en pratique? Donc, bien souvent, vous avez un premier rendez-vous qui permet de poser les choses, de faire le point sur sa situation et d'obtenir un premier niveau d'information par rapport aux souhaits du salarié, par rapport à éventuellement les démarches qu'il devra mettre en place. Et puis, on peut lui proposer d'autres entretiens, des entretiens de suivi, où là, on va plutôt l'accompagner sur la mise en œuvre de l'ensemble de ces démarches. On donne une première information. Si le salarié a besoin d'un appui supplémentaire, on l'accompagne dans la mise en place de ces démarches pour atteindre son objectif. Donc, ça peut être autant un appui ponctuel qu'un appui sur la durée jusqu'à temps que le salarié en ait besoin. Ce qui est important à garder en tête, c'est que ça reste gratuit et que ça reste vraiment disponible tant que le salarié en a besoin.
Donc, ce sont des rendez-vous individuels. On a aussi parfois des ateliers collectifs qui sont proposés, que ce soit au niveau des opérateurs, en présentiel, en distance. On a toutes et tous des ressources également en ligne pour accompagner les salariés. Et puis, on met en place aussi des événements, des mises en relation qui permettent de mettre le salarié, le bénéficiaire en lien avec d'autres personnes, que ce soit des partenaires formation, emploi, mettre aussi parfois, travailler à l'attractivité aussi des métiers sur un bassin. Ça touche vraiment à beaucoup de choses, ce CEP. Et pour finir sur la présentation du CEP, donc si vous avez besoin, alors autant niveau entreprise que niveau salarié, de prendre contact avec un opérateur de votre territoire, vous avez un site internet qui est plutôt bien fait, mon-cep.org, qui vous permet de rechercher assez facilement, selon votre statut, votre localisation, l'opérateur, les opérateurs du CEP qui peuvent vous concerner. Par exemple, je suis salarié cadre sur Dijon, je recherche, et je vais pouvoir trouver l'APEC, Avenir Actif, faire mon choix. Je suis une entreprise d'un bassin en Île-de-France, c'est pareil, je vais pouvoir voir quels sont les contacts du CEP sur ce bassin-là et pouvoir rentrer en contact avec ces opérateurs si besoin. Je vous remercie pour votre attention sur ce webinaire. Ce que je vous propose, donc il nous reste un peu plus d'une quinzaine de minutes. On va prendre le temps de répondre à vos questions dans le chat. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Le temps que vous les posiez, je vais refaire le point sur les questions qui ont déjà été posées. Alors, je remonte un petit peu mon fil de discussion. Voilà. Alors, il y avait une question de Gwendaline sur le fait que visiblement, il y aurait peu d'entreprises qui respectent les obligations de l'entretien professionnel et elle posait un petit peu de la question de ce qu'il en était en réalité. C'est vrai qu'on peut avoir des différences assez notables et notamment d'un point de vue taille de l'entreprise. On l'a vu, ce n'est pas les mêmes obligations. Ce n'est pas les mêmes obligations. Les équipes ne sont pas, je dirais aussi, staffées de la même façon. La proximité des relations dans les petites entreprises fait que le moment est peut-être moins attendu puisqu'en fait, on se projette au quotidien, on demande, je dirais, assez facilement quand on est sur une petite taille d'équipe, alors qu'effectivement, quand on est un peu plus structuré aussi, on a moins le temps de ces échanges informels. Effectivement, après, ce qu'il faut considérer, c'est aussi la teneur et le contenu des entretiens professionnels. Effectivement, on peut, par rapport à la question qui était posée, est-ce que c'est fait ou pas, c'est une question, mais et surtout aussi, qu'est-ce qui est mis à l'intérieur, puisqu'il y a encore un grand nombre d'entretiens professionnels qui sortent vraiment vierges, avec aucune information à l'intérieur. Donc, effectivement, remplir un entretien professionnel et le signer vierge, est-ce que c'est mieux, moins bien que ne pas le faire? Ça, effectivement, tout dépend de l'obligation, le risque encouru et puis la politique, je dirais, interne de la structure. Tout à fait. On avait une question, parce qu'on a parlé des accords de branche qui peuvent venir spécifier la fréquence de ces entretiens, sur le fait que l'accord de branche pourrait indiquer que le bilan, donc au bout des 6 ans, vienne remplacer les précédents entretiens professionnels, donc à 2 ans et 4 ans. D'accord. Alors, ce qui est important à noter, c'est qu'un accord, que ce soit un accord de branche ou un accord d'entreprise, il ne peut être mis en place que s'il a une plus-value vis-à-vis de la loi. Oui. Là, ça serait enlever finalement ce droit, cette obligation aux salariés. Donc, dans ce cadre-là, en fait, ça ne serait pas possible. L'accord de branche va plutôt venir définir si, au lieu d'en faire un tous les 2 ans, on va plutôt en faire un tous les ans. On va augmenter la périodicité parce que ça peut avoir un intérêt pour le salarié. Donc là, dans ce cas-là, non, ce ne serait pas possible de faire juste l'entretien, le bilan tous les 6 ans à la place des entretiens tous les 2 ans. Non, ce ne sera pas possible. On nous posait la question de savoir si les entretiens pouvaient être externalisés par l'entreprise. Alors, ça, c'est une bonne question. Alors là, effectivement, je n'ai pas la réponse.
aujourd'hui externalisé par l'entreprise. Alors, si la fonction managériale est externalisée, il arrive parfois d'avoir aussi des ressources humaines ou des managers à temps partagé qui sont externes à la structure. Pourquoi pas? En tout cas, il faut tout de même que la personne qui réalise cet entretien professionnel puisse avoir en tête tant le parcours professionnel du collaborateur que les évolutions, je dirais, prévues des métiers, du secteur d'activité. Donc, ça m'apparaît un petit peu délicat dans ces conditions, mais je n'ai jamais eu la question. C'est vrai que ça reste l'employeur, finalement, le responsable. La responsabilité, de la tenue. Obligation de l'employeur. Donc là, je n'ai jamais eu le cas. Moi non plus. J'avoue que ça ne me parle pas et j'aurais plutôt tendance à dire qu'il vaut mieux que ça se fasse en interne. Parce que c'est un dialogue entre le salarié tout à fait. Puis derrière, il y a un engagement quand même avec des mesures concrètes de formation, d'accompagnement et autres. Donc l'externaliser, je ne pense pas. Alors, on a une question de Patricia qui aborde plusieurs sujets. Donc, c'est une personne qui a été en emploi, dans ce que je comprends, employé d'une société néerlandaise, sous statut du portage salarial en France. On a une situation juridique particulière, qui n'a pas eu d'entretien annuel depuis 2022. Donc 2022-2025, il aurait dû normalement en avoir un. Donc, elle a quitté son entreprise en août avec une rupture et elle pose la question, dans ce cas, est-ce qu'elle peut faire valoir ce droit correctif de 3 000 € versé sur le CPF? Et si oui, quelles seraient les démarches à suivre? Alors, moi déjà, la première question que j'aurais à poser et qui sera à creuser, c'est de se dire, voilà, est-ce que le contrat de travail était un contrat français, faisant référence au droit du travail français, parce que c'est là où va finalement s'appliquer ou non cette sanction. Si c'était simplement un dispositif de portage salarial, mais que derrière le contrat de travail était plutôt soumis à un droit néerlandais, là, le droit de travail français ne peut pas s'appliquer, puisqu'on est dans un autre cas. Et si à l'inverse, c'est le droit du travail français qui doit s'appliquer sur ce contrat de travail-là, alors s'il y a manquement d'employeur, effectivement, la première chose à faire, c'est de le signaler à l'employeur, de vérifier aussi parfois, parce que des fois, les employeurs se rendent compte qu'ils n'ont pas respecté cette obligation et les services RH vont automatiquement verser ce droit correctif sur le CPF. Donc déjà, voir si le CPF a été alimenté et si ce n'est pas le cas, le signaler à l'employeur. Et après, en France, nous avons le Conseil des prud'hommes qui, derrière, permet de traiter un litige entre le salarié et l'employeur. Donc là, on est plus sur des process un peu juridiques. Mais là, la question mérite d'être creusée, surtout par rapport au droit, en sachant que derrière, l'entreprise néerlandaise, elle ne peut pas verser sur le CPF, elle n'y aura pas accès. En tout cas, effectivement, c'est de voir si elle a passé 2 ans sous un contrat, je dirais un employeur français. Là, effectivement, on aurait dû formaliser un entretien professionnel et c'est là où peut se présenter le risque. Alors, j'ai une question dont on a un peu échangé avant ce webinaire-là, par rapport aux potentielles réformes qui arriveraient. On a une personne qui nous indique, voilà, elle a entendu dire que ces entretiens professionnels seraient obligatoires que tous les 4 ans et non pas 2 ans à l'heure actuelle. Tout à fait. Alors, c'est avec l'accord national interprofessionnel il y a des évolutions qui sont en cours, notamment alors aussi au niveau des seniors, d'intégrer un entretien professionnel à mi-parcours qu'on fixera à 45 ans, et puis aussi de revoir la périodicité des entretiens, ce qui pourrait effectivement amener les entretiens à 4 ans, avec là un bilan à 8 ans. D'ailleurs, c'est très important, cette réforme qui pourrait voir le jour rapidement, puisqu'on ne parlerait plus, on ne parlerait plus d'entretien professionnel, mais réellement d'entretien de parcours professionnel, ce qui mérite à nouveau vraiment d'insister sur le fait que ça doit être constructif, que c'est l'employeur et le collaborateur. Donc là, on viendrait insister sur la notion de parcours. Alors, ce n'est pas encore publié, donc, mais effectivement, c'est quelque chose qui s'aligne avec l'ANI, l'accord interprofessionnel. Tout à fait. Donc là, c'est aussi l'intérêt de pouvoir aussi, en tant qu'employeur,
vous mettre en lien avec vos opérateurs de compétences, oui. les OPCO, vous mettre en lien avec vos branches professionnelles pour bien être informé de la mise en place de ce type d'accord. Et puis côté salarié, d'être accompagné par le CEP pour être actualiser finalement cette connaissance, de dire où en est la réglementation aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous présente ce qu'il en est à date au 6 octobre 2025, avec des évolutions potentielles. On fera le webinaire en 2026, ça aura évolué parce que c'est c'est prévu comme ça. Il y a des choses effectivement qui vont bouger. On a une question de Sarah dont on a répondu pendant le webinaire, qui réalise cet entretien professionnel. Donc, c'est l'employeur, hein, on le rappelle, ça peut être le manager, ça peut être parfois c'est le service RH ou l'employeur direct selon la taille de l'entreprise. Ça dépend aussi le volume, hein. Je dirais des entretiens professionnels. Hein. Dans certaines structures, on peut vite être à un certain nombre d'entretiens professionnels qui peuvent en plus tomber en même temps selon comment on a géré la première campagne d'entretien pro. Et une seule et même personne ne peut pas, je dirais, tout gérer. Donc ça, c'est vraiment une gestion RH interne à la structure qui réalise. Ça peut être le manager de proximité parce que ça lui permet à nouveau d'avoir une vision de son équipe en termes d'évolution professionnelle. Ça peut être la direction, ça peut être le service RH ou ça peut être tout simplement des personnes qui sont associées à cet entretien. Il n'y a pas de règle sur la personne. En tout cas, c'est la responsabilité de l'employeur. Mais à partir du moment où il y a, je dirais, un niveau hiérarchique ça peut être toute personne qui le réalise. On a une question, alors je balaye très rapidement pour orienter sur un autre webinaire qu'on va avoir cette semaine, mais c'est une personne qui se pose la question en arrêt maladie d'une demande de rupture conventionnelle. Donc ça, effectivement, c'est un échange à avoir avec l'employeur. Si vous voulez plus d'informations sur cette thématique, on a un webinaire mercredi sur justement les possibilités d'évolution, qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on est en arrêt de travail. Là, je vais plutôt vous orienter sur ce webinaire. Alors, je passe les différents échanges. Une personne qui est elle-même en CEP, en établissement hospitalier, pouvez-vous m'indiquer auprès de qui je pourrais me procurer de la documentation affiche CEP? Alors, tout dépend de l'opérateur. C'est vrai que là, on a parlé des opérateurs du secteur privé, APEC, France Travail, Avenir Actif, Mission Locale, Cap Emploi. Là, une personne qui est en établissement hospitalier, si c'est un établissement public, c'est le service public qui va vous accompagner dans le cadre du CEP. Alors, j'ai plus le nom exact pour les services hospitaliers. Ce qu'on vous conseille dans la majorité des cas, c'est de vous orienter vers votre service RH qui pourra vous indiquer qui est le service responsable du CEP dans le secteur public. Ça dépend si vous êtes dans la fonction d'État, territoriale ou hospitalière. Donc, il vaut mieux se tourner vers votre service RH. Peut-on se projeter en entretien professionnel sur un changement d'entreprise sans devoir passer par la démission? Oui, effectivement, ça arrive. C'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est pas la majorité des situations. Hein. On n'est pas en train de soumettre l'idée que l'entretien professionnel aboutit à des départs d'entreprise. Mais en tout cas, quand le projet doit se réaliser en dehors des murs de l'entreprise, on peut être accompagné dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle, un dispositif d'émission, mais qui peut encadrer la rupture. Et puis, c'est aussi le temps d'échange, hein, l'entretien professionnel qui mènerait à un projet externe à l'entreprise. L'entreprise peut aussi proposer d'autres moyens de rupture, rupture conventionnelle ou autre, pour permettre aux collaborateurs d'aller se projeter dans son nouveau projet. Il n'y a pas que la démission comme fin de contrat. Non. Tout à fait. C'est l'occasion d'en échanger et de voir les possibilités. D'ailleurs, si c'est une création d'entreprise ou autre, il y a vraiment des dispositifs qui permettent de rompre le contrat de manière encadrée. Bon, ça répond aussi à la question d'Élodie qui était de savoir si on peut se faire accompagner par un CEP pour une démission de conversion. Donc, effectivement, ça fait partie des projets sur lesquels on peut accompagner le salarié. Et puis, j'ai deux questions, une de Clarisse, une d'Erad, sur
qu'est-ce qu'on conseille à l'entreprise pour avoir les bonnes infos, être à jour sur des dispositifs pour pouvoir en informer finalement ses salariés en entretien professionnel, en amont. Est-ce qu'il y a des fiches, est-ce qu'il y a des liens? Et puis RAD, voilà, toujours en tant que RH, est-ce qu'il y a possibilité de faire venir un CEP en entreprise pour donner des informations sur les dispositifs? Alors, effectivement, quel que soit l'opérateur, en l'occurrence APEC et Avenir Actif, on met à disposition très facilement, sur demande, des fiches, des affiches, des flyers, du contenu, que ce soit papier ou dématérialisé, pour informer que ce soit l'employeur, on a des fiches entreprises, ou le salarié, avec des fiches plutôt à destination, pour l'informer sur le CEP et les différents dispositifs qu'il va pouvoir mobiliser. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on a aussi la possibilité de mettre en place des réunions d'information collective. On a parlé très brièvement sur la partie en amont de l'entretien professionnel, mais ça permet de nous faire venir, de nous faire intervenir, que ce soit dans le cadre de webinaires avec plusieurs entreprises ou directement en entreprise pour venir présenter le CEP. Alors, à titre personnel, on a pu le mettre en place, là je parle plutôt en Bourgogne-Franche-Comté, au sein de plusieurs grands groupes avec des réunions à destination des salariés, mais aussi des réunions à destination des membres du CSE et des services RH. Comme ça permet d'informer vraiment tout le monde et d'avoir une information ciblée, qu'on soit employeur ou salarié. Oui, effectivement. Vous proposez les mêmes choses. En tout cas, on a plusieurs moyens de communication, je dirais. Ça peut être de la banque de documentaires, comme effectivement des interventions qui vont rendre, je dirais, qui vont aussi mettre l'humain au cœur de nos métiers. C'est quoi l'outil CEP? Derrière, effectivement, c'est une relation avec un consultant, une consultante. Donc, on apprécie aussi mettre l'humain au cœur de cette présentation. Alors, je viens de voir une réaction de Carole. Merci Carole. Elle nous répond pour les entretiens externalisés. Oui. Donc, c'est une possibilité. Carole nous indique qu'elle en exerce, justement, qu'elle en a fait pour 3 entreprises. D'accord. Avec un premier entretien diagnostic pour cadrer finalement cette prestation et ensuite réaliser ces entretiens professionnels. Merci Carole pour la précision. On va s'arrêter sur une dernière question. Peut-on avoir un retour écrit à la suite de ces entretiens? Alors là, on est dans la procédure interne. Aujourd'hui, l'entretien professionnel, lui, doit être consigné, remis au collaborateur. En tout cas, il y a une trace de cet entretien professionnel. Par contre, effectivement, pour les souhaits de formation, les mobilisations de dispositifs ou autres, il n'y a pas de formalisme, je dirais, attendu, réglementé. Il convient tout de même effectivement aux entreprises de revenir auprès du collaborateur. Est-ce qu'il faut un écrit ou pas? Ça, aujourd'hui, je dirais, c'est assez libre pour les entreprises. Par contre, réellement, ce qu'il en ressort aussi des entretiens professionnels, c'est parfois des souhaits qui ont été évoqués et des réponses qui n'ont pas été apportées. Ouais. Donc, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, mais effectivement, dans ce calendrier de parcours, d'entretien professionnel, prévoyez alors une people review, un comité de décision ou autre, mais qui permet de revenir auprès des collaborateurs pour les informer, parce que sinon le risque c'est de devoir retrouver ce collaborateur dans 2 ans et qu'il n'ait rien à exprimer parce qu'il a été déçu de ne pas avoir de réponse 2 ans auparavant. Tout à fait, c'est l'intérêt d'en faire quelque chose de ces entretiens professionnels. Ce n'est pas juste les faire pour les faire, par obligation, mais c'est vraiment de nourrir une dynamique au sein de l'entreprise. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est 15h. Je remercie chacun et chacune d'avoir participé à ce webinaire. On espère avoir pu vous donner les premiers éléments, les premières clés pour répondre à l'intérêt des entretiens professionnels et puis comment vous saisir aussi de ces entretiens en entreprise avec le conseil en évolution professionnelle. Je le rappelle, vous pouvez aller sur moncep.org pour chercher les opérateurs, pour prendre contact avec eux, que ce soit pour des présentations en entreprise, que ce soit pour orienter vos salariés pour des accompagnements, pour préparer les entretiens professionnels ou leurs étapes d'évolution professionnelle. Et puis, parce que j'ai vu l'information passer dans le chat, la question et l'information par nos modérateurs. Donc, vous retrouverez bien évidemment ce replay, le replay de ce webinaire
à disposition sur la chaîne YouTube des Semaines de l'évolution professionnelle. Après le 17 octobre, on va passer ces 2 semaines ensemble et ensuite tous les replays sont disponibles sur notre chaîne. Vous pouvez les retrouver et vous serez notifié par rapport à ça. Merci Jennifer. Merci Quentin. Pour cette présentation, ce temps d'échange, c'était super instructif. Également. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et n'hésitez pas à aller voir un peu la programmation des Semaines de l'évolution professionnelle et les différents webinaires thématiques. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci, au revoir.